Sénat. Bonjour et bienvenue dans Europe Hebdo. Nous sommes à Bruxelles, au Parlement européen. Et dans cette émission, nous parlerons du mariage homosexuel en Europe. Il est autorisé dans 5 pays européens, dont la Belgique, où il est totalement entré dans les mœurs. En France, François Hollande s'est engagé à le légaliser. Mais d'abord, l'actualité, les eurobonds sont-ils le remède miracle à la crise? C'est la question de la semaine. My name is Bond, Eurobond. Nom de code, Eurobond. Emprunt lancé en commun sur les marchés. Leur mission, sauver les pays en détresse de l'eurozone. Aujourd'hui, tous les États membres empruntent de l'argent sur les marchés pour financer leurs dettes, mais tous ne payent pas le même prix. Les taux sont très faibles pour l'Allemagne, autour de 1,5%, plus élevés pour la France, 2,8%, et astronomiques pour la Grèce, avec près de 30%. Mais avec les eurobonds, tout le monde serait traité de la même façon, car le fardeau de la dette serait assumé en commun par les 17 pays de la zone euro, qui seraient donc tous soumis au même taux d'intérêt. Les eurobonds agiraient donc comme un bouclier contre les attaques des marchés qui ne pourraient plus spéculer contre les États les plus fragiles de la zone. Mais l'idée divise les Européens et en premier lieu le couple franco-allemand. Elle est défendue par le président français, François Hollande, qui plaide pour un renforcement de la solidarité financière européenne. Mais Berlin ne veut pas des eurobonds. Pour la chancelière allemande, c'est la porte ouverte à la fainéantise budgétaire des États les plus endettés. Et pas question de payer pour les mauvais élèves grecs, martèle l'Allemagne. Alors, en ces temps de crise de la dette, les eurobonds sont-ils la solution miracle ou juste une illusion ? Pour réagir à l'actualité, nous sommes cette semaine avec Robert Rochefort. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen depuis plus de 3 ans, ici au Parlement européen. Vous siégez au groupe des démocrates et des libéraux pour l'Europe et vous êtes économiste. Est-ce que vous êtes pour ou contre les eurobonds? Je suis absolument pour. Néanmoins, il faut bien comprendre que les eurobonds, ce n'est pas une solution miracle. C'est-à-dire que ça n'évite pas le fait de devoir faire les réformes de structure qu'il faut faire dans les pays européens. Mais c'est évidemment quelque chose de fondamental, surtout dans la crise dans laquelle nous sommes. Pour faire simple, les eurobonds, c'est, si on veut regarder ce qui se passe aux États-Unis, c'est le fait qu'aux États-Unis, la Californie serait en déficit et en faillite complet s'il n'y avait pas une sorte d'emprunt américain unique sur l'ensemble des États-Unis d'Amérique. Eh bien, c'est faire la même chose en Europe, alors que nous n'avons pas encore les États-Unis d'Europe. Oui, alors est-ce que c'est comparable justement? Parce que les États-Unis, c'est un système fédéral. En France, pour l'instant, il n'y a pas de convergence budgétaire. Voilà. Alors c'est ce que disent les Allemands en particulier. Les Allemands disent, avant de pouvoir faire des eurobonds, il faut faire une démarche de type fédéral affirmée et avancer vers ces États-Unis d'Europe. Démarche qui n'est possible pour les Allemands que si nous avons d'abord fait nos réformes chez nous, pays par pays. Et donc finalement, il y a cette espèce d'idée de savoir si c'est la poule d'abord ou l'œuf d'abord. Les rigoristes, pourrait-on dire, disent faites d'abord vos réformes de structure, éliminez vos déficits excessifs et après nous pourrons faire une mutualisation de nos dépenses. Et puis les pays qui sont favorables aux eurobonds disent il faut rentrer dans cette logique de rigueur, mais il ne faut pas attendre d'avoir déjà complètement fait les rigueurs pour faire cette mutualisation de la dette, parce que si on le fait dès maintenant, on retrouve une bouffée d'oxygène, on met fin à la spéculation sur les marchés entre les différents pays. Oui, c'est absolument ma position. Alors, après, on fait de la politique. Donc la question qui se pose, c'est comment on avance quand il y a deux positions pratiquement irréconciliables. Pour faire simple, en Allemagne, la gauche allemande, le SPD, est également contre les eurobonds. Donc en fait, c'est l'Allemagne qui est contre les eurobonds. Il faut dire au passage qu'elle en profite. Parce que, vous savez, c'est des vases communicants. C'est-à-dire quand prêter à la Grèce ou à l'Espagne ou à l'Italie coûte extrêmement cher, c'est-à-dire que les taux d'intérêt sont très élevés, c'est parce que les prêteurs ont peur qu'il y ait un défaut.
En revanche, comme il faut tout de même qu'ils placent l'argent quelque part, l'Allemagne qui leur apparaît comme un paradis sans aucun risque, ils sont prêts à demander un taux d'intérêt extrêmement bas. Donc le taux d'intérêt en Allemagne est d'autant plus bas d'une certaine façon qu'il est d'autant plus élevé ailleurs. Mais quel intérêt l'Allemagne aurait d'accepter ces eurobonds qui conduiraient quand même à augmenter le taux, en tout cas à lui... Alors l'intérêt de l'Allemagne à accepter cela, c'est tout simplement de faire vivre la zone euro, c'est-à-dire de faire en sorte que ça puisse continuer et que l'Allemagne, qui est bénéficiaire du marché unique européen et qui exporte beaucoup, y compris dans les pays de l'Union, se trouve avec des marchés qui soient des marchés à peu près stabilisés et non pas avec quelque chose qui risque de retomber malgré tout sur l'Allemagne, c'est le risque de défaut ou de sortie de l'euro de la Grèce. Si la Grèce sort de la zone euro, c'est une catastrophe pour les Grecs, mais c'est aussi une catastrophe pour les Allemands. Si l'Espagne ne peut plus payer ses dettes, c'est aussi une catastrophe pour l'Allemagne. C'est ce qui est peut-être en train de se produire aussi, parce que l'Espagne va mal. Alors simplement, on est en train de faire en Europe quelque chose qui est que, comme on ne veut pas que l'Allemagne, on ne veut pas que l'Espagne s'écroule comme on ne voulait pas que la Grèce s'écroule, eh bien on finit par trouver des solutions temporaires, mais qui coûtent extrêmement cher. Donc là, il y a un débat aujourd'hui sur l'Espagne, parce que l'Espagne dit, comme d'ailleurs l'ont dit avant, l'Irlande, le Portugal disent on va s'en tirer tout seul, on n'a pas vraiment besoin du soutien financier de l'Europe. On sait très bien que ce n'est pas le cas, on sait très bien que l'Espagne va devoir être aidée, et en réalité, la question, c'est de savoir si on peut continuer à aider les pays qui sont au bord du gouffre en leur donnant une petite, un petit secours au moment où ils sont au bord du gouffre pour ne pas tomber dans le gouffre, mais se retrouvant 2 semaines ou 3 mois plus tard de nouveau à la limite du gouffre. Mais on ne peut pas aider ces pays non plus à fond perdu. Et en échange, il faut exiger des réformes structurelles. Voilà, et ça s'applique aussi à la France, peut-être. Il faut les deux. Alors, ça s'applique aussi à la France. Ça s'applique évidemment à la France. Simplement, il se trouve qu'actuellement, la France, mais ça c'est un effet de calendrier. François Hollande en bénéficie, tant mieux pour lui, parce que la France en bénéficie avec lui. Mais il se trouve que nous sommes encore, pour quelques semaines ou quelques mois, on ne sait pas très bien, du bon côté. C'est-à-dire que, comme ça a d'ailleurs été rappelé dans votre sujet il y a quelques instants, les taux d'intérêt donnés à la dette souveraine française sont relativement faibles. Mais je voudrais vous dire simplement, puisqu'on parle ici de l'actualité européenne, qu'il y a malgré tout un petit espoir qui est survenu il y a quelques jours. C'est, vous savez, alors je vais essayer de l'expliquer simplement. Vous savez que dans les critères de convergence, normalement, il ne faut pas que la dette souveraine dépasse 60% du PIB des pays. Bon, en réalité, cette dette, pour beaucoup de pays, est au-dessus de 60%. Alors, les eurobonds, il y a eu plusieurs formules proposées. La première formule, c'était de dire on va mutualiser la dette qui est en dessous de 60% du PIB. Et puis ça, c'est ça qui ne marche pas bien. Et il y a une proposition actuellement complètement inverse qui semble avancer, qui peut être intéressante, qui est de dire on va mutualiser la dette qui est au-dessus des 60% du PIB avec ce qu'on appelle la création d'un fonds de rédemption. Et même si ce n'est pas ma préférence, si on arrive à mettre le doigt dans l'engrenage d'un peu de mutualisation de la dette, je crois qu'on va dans la bonne direction. Alors les Allemands, évidemment, pour sauver l'honneur, diront ce ne sera jamais des eurobonds. En pratique, ce sera quand même un peu des eurobonds. En tout cas, le débat est lancé. Merci beaucoup, Robert Rochefort, d'avoir été avec nous. On parle de la Grèce et notamment des propos de Christine Lagarde, directrice générale du FMI, qui a rendu un avis sévère sur la Grèce. Cela a fait la une des télévisions d'Europe. Regardez. La directrice générale du Fonds monétaire international est interrogée par un journaliste d'un quotidien britannique. À la question relative aux difficultés rencontrées par les Grecs, Christine Lagarde se lance dans une comparaison jugée maladroite. Je pense plus à ces enfants dans un village du Niger qui vont 2 heures par jour à l'école, partageant une chaise pour 3 et qui rêvent d'avoir une bonne éducation. J'estime qu'ils ont encore plus besoin d'aide que les gens à Athènes. De nombreux Grecs sont remontés et choqués par de tels propos. Ces 2 à 3 000 personnes qui se sont suicidées, quelle faute ont-ils commise, demande cet homme. Au début, j'avais une retraite de 1 780 €. Maintenant, je gagne 1 220, dit ce retraité. Que dois-je dire à mon fils qui est handicapé? Que je suis le cobaye des expériences de Madame Lagarde?
La Grèce est à un point de non-retour. L'Union européenne souhaite que le pays reste dans la zone euro, mais sans plan d'aide concret. La Grèce, qui est assommée par la crise, les coupes budgétaires et les spéculateurs, pense déjà à revenir à la drachme, ce qui serait un moindre mal. Ainsi, la ferraille d'aujourd'hui pourrait devenir la monnaie de demain. Les prévisions pour la Grèce sont très sombres. Le pays va devoir choisir ou sera forcé d'abandonner l'euro et de revenir à la drachme. Si un tel scénario se produit, personne ne peut dire quelles en seront les conséquences, mais cela sera en tout cas un désastre. Le pays fera faillite, le chômage explosera, l'inflation aussi, puisque la Banque centrale devra faire marcher la planche à billets pour renflouer le système bancaire. Nous sommes avec Vangelis Demiris, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste franco-grec, correspondant ici à Bruxelles pour la télévision grecque et une agence de presse aussi. Et vous publiez La face cachée de la crise grecque très prochainement aux éditions de la Boîte de Pandore. Ça ne s'invente pas. Alors, votre regard sur ce qui se passe et d'abord, comment avez-vous accueilli les propos de Christine Lagarde sur votre pays? Il n'y a pas de doute que ces propos étaient humiliants, vexants, maladroits, déplacés, violents et tout d'abord injustes pour mon pays, pour tout un peuple, pour le 80% des salariés et des retraités grecs qui sont imposés à la source et qui payent leurs impôts normalement. Donc, quand on dit que les Grecs ne payent, échappent à l'impôt, ne payent pas d'impôt, c'est en partie faux. Les responsabilités de la Grèce en tant que fraude fiscale sont indéniables. Bien sûr qu'il y a la fraude fiscale en Grèce, bien sûr que c'est un sport national, je suis le premier à le reconnaître, mais à partir de là, critiquer tout un peuple, c'est vraiment injuste. Donc à partir de là, il faut remettre en place certaines choses, il faut aider les Grecs pour combattre ce fléau, c'est vraiment un fléau en Grèce, il n'y a pas de doute. Et bien sûr, il y a aussi des grandes responsabilités de la part des armateurs, aussi de l'Église orthodoxe, qui ne contribuent pas à l'effort national. Mais alors, quelle est cette face cachée de la crise grecque et surtout, quel est pour vous le vrai talon d'Achille du pays? Est-ce que c'est un problème avant tout économique ou alors politique, puisqu'on accuse la Grèce, on reproche à la Grèce de n'avoir jamais su construire un État digne de ce nom? Le problème se pose sur plusieurs niveaux, je pense, au niveau politique, économique, mais avant tout social dernièrement, les deux dernières années pendant cette crise grecque. Donc à partir de là, ma conviction personnelle, c'est qu'il y a une complicité entre la Grèce et l'Union européenne. Il y a un grand malentendu dans ces 31 ans de participation de la Grèce dans l'Union européenne et de 11 ans dans la participation en ce qui concerne l'euro. À partir de là, il y a une question de solidarité qui se pose. Les Européens doivent aider la Grèce. On est tous une famille européenne. La Grèce doit faire ses tâches, doit remplir ses tâches, doit mettre de l'ordre dans sa maison, il n'y a pas de doute. Il faut qu'on continue avec les réformes structurelles et bien sûr, moi je suis très inquiet, très perplexe avec ce qui se passe en Grèce en ce moment. L'ambiance politique dans laquelle la campagne électorale se déroule. Vous faites allusion à l'entrée de ces partis ouvertement xénophobes. Il y a des élections le 17 juin. Est-ce que vous pensez que la démocratie est menacée en Grèce? La démocratie n'est pas menacée. Les fondements, les racines de la démocratie sont très bien soudées. La démocratie est bien là, il n'y a pas de problème. Il y a un grand problème, un grand risque d'explosion sociale. Les gens sont désespérés, sont en colère, sont indignés. Ils se sentent piétinés par la cure injuste et inappropriée qui est infligée par l'Union européenne, par l'eurozone en général. À partir de là, il faut voir un peu qu'est-ce qui va se passer dans ces élections. Malheureusement, tous les jours, on assiste à des menaces, à des chantages de dirigeants européens, de dirigeants internationaux, qui ne font quoi? Ils ne font que renforcer les mouvements extrêmes. Extrême gauche, extrême droite. Et ça, c'est très inquiétant comme message pour le peuple grec. Les peuples grecs, dans l'élection du 6 mai, ont déclaré à haute voix qu'ils veulent le soutien. Ils veulent participer dans l'euro. À 80%, les Grecs veulent participer dans l'euro. C'est leur propre conviction, ce n'est pas remis en question. À partir de là, il faut revoir cette cure inappropriée qui leur est infligée. Vous pensez qu'il faut aller plus doucement dans le rythme des réformes? Que c'est trop brutal en si peu de temps de redresser un État en si peu de temps? Il faut ralentir le rythme? Il est indéniable qu'on ne peut pas revoir dans sa totalité le programme qui a été décidé en février, qui a été signé par tous les pays membres, la Grèce inclus. Le gouvernement grec a signé. Il doit respecter sa signature, ses engagements. Ça, c'est indéniable. À partir de là, le 17 juin, il faut un gouvernement stable, viable, qui puisse mener à plein ses engagements envers l'Union européenne, les réformes structurelles, bien sûr. Et à partir de là, il faut aussi que l'Europe revoie un peu cette dose. Donc, essayer
de soulager un peu ce programme qui a été décidé en février. Eh bien, merci beaucoup, Vangelis Demiris, d'avoir été avec nous et on se reverra sans doute très prochainement. Place à notre partie magazine, une question de société. En Belgique, le mariage entre deux personnes de même sexe est autorisé et même entré dans les mœurs. Chaque année, 1000 mariages sont célébrés. Reportage à Bruxelles et à Braine-l'Alleud, signé François Baudonnet et Bertrand Catrice. Comme tous les couples qui entrent dans cette salle des mariages, Claude et André sont bien sûr un peu anxieux. Dans quelques instants, ils seront unis au nom de la loi. Déclarez-vous prendre pour époux Monsieur André Michel Pulford? Oui. Je vous déclare unis par les liens du mariage. Félicitations. La cérémonie est identique à celle d'un mariage entre un homme et une femme. Car en Belgique, passer la bague au doigt d'un conjoint du même sexe n'est pas choquant. C'est une cérémonie tout à fait traditionnelle qui se passe exactement pareil pour les hétéros. Donc justement, c'est ça qui est bien, on ne se sent pas différent. Là, c'est le moment où on est ému. Laurence et Alexia, elles, se sont mariées il y a 3 ans. Une cérémonie grandiose à la mairie de Bruxelles, sur la prestigieuse Grand Place. Cette photo, elle est belle aussi. Un moment de bonheur qu'Alexia, de nationalité française, pensait ne jamais pouvoir partager avec ses parents. Sachant que j'étais lesbienne et que je vivais en France avant, je pense que quelque part ils ont fait un peu ce deuil-là de j'assisterai peut-être pas au mariage de ma fille. Et que là, je pense que ça les a vachement surpris. Et pour nos mamans, je crois que dans leur tête, ça a fait elles se marient, ça y est, elles vont faire un bébé. Un bébé? Voici Sacha, 14 mois. C'est Laurence qui l'a mise au monde après une insémination artificielle. En Belgique, Alexia a pu officiellement l'adopter. La petite a donc légalement 2 mamans. C'est aussi pour ça, moi, que je voulais qu'on se marie, c'est que du coup, l'enfant qui serait issu de ce couple serait l'enfant du couple et pas l'enfant de l'une ou de l'autre. Une enfant sans papa. Bien sûr, plus tard, elle ne manquera pas de poser des questions. Mais ces 2 mamans veillent à ce que Sacha ait aussi des présences masculines. Elle voit des hommes souvent. Au niveau des couples qui nous entourent, on a une majorité de couples hétérosexuels aussi. On a bien choisi son parrain parce qu'on voulait que ce soit une référence masculine pour Sacha. Laurence et Alexia vivent dans une petite ville de province. Les mariages entre homosexuels y sont moins fréquents qu'à Bruxelles. Bonjour. Et pourtant, ici aussi, leur couple est accepté par tous. Ça me dérange pas du tout. Et puis je les connais, ça fait quelque temps qu'elles viennent. Elles sont très gentilles, donc pour moi c'est le principal. Puis elle est adorable, la puce là. Elle est belle comme tout, donc voilà. Quand elles partent en vacances en France, dans la rue, elles osent à peine marcher main dans la main. Chez elles, au contraire, à Braine-l'Alleud, elles affichent leur union comme n'importe quel couple. Toutes les démarches qu'on a dû faire chez le gynéco, on a accouché ici à Braine-l'Alleud, tout ça, on a fait tout ensemble. Mais c'est surtout qu'il n'y a aucun doute. Enfin, je veux dire, quand tu vois 2 femmes qui se tiennent la main et qu'il y en a une qui a un bide énorme ou que tu as une poussette, je pense que les gens ils se disent pas tiens, on dirait des sœurs, enfin, tu vois. Dans le royaume, où existe pourtant l'équivalent de notre Pax, plus d'1 millier de mariages homosexuels sont célébrés chaque année et plus personne ne s'y oppose. Voilà donc pour ce reportage que nous avons réalisé ici en Belgique avec Bertrand Catrice. Alors nous avons été rejoints sur ce plateau par Elisabeth Morin-Chartier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne française, vous êtes du groupe PPE, donc c'est-à-dire l'UMP en France. Quand vous voyez ce qui se passe en Belgique, où on sait que le mariage homosexuel est, je dirais, entré dans les mœurs maintenant, quelle est votre première réaction? Ma première réaction est de dire qu'un mariage, comme une famille, c'est de l'amour. Et qu'au nom de l'égalité des citoyens, tout le monde a le droit de partager l'amour. En fait, c'est une position qui est personnelle, j'imagine, et qui n'est pas du tout celle de votre famille politique. Vous savez, les étiquettes, ça me gratte. Donc, j'aime pas tellement ça. Et moi, je réfléchis par moi-même. Et en tant qu'historienne en plus, j'ai cette vision de l'évolution de la société dans l'histoire. Mais l'histoire de ma propre vie
fait que je vois bien autour de moi les évolutions qui se passent aujourd'hui. Et un politique ne doit pas être ni à courir après les évolutions, mais ni à les bloquer, mais beaucoup plus à comprendre ce qui se passe dans la société. Mais on sort d'une campagne électorale présidentielle en France et Nicolas Sarkozy était clairement opposé au mariage homosexuel. Nicolas Sarkozy était opposé au mariage homosexuel. Moi, je pense que nous avons un grand tort aujourd'hui, c'est d'imaginer que la famille repose sur des bases qui sont scientifiques ou qui sont normées. Les tests ADN, comme composante fondamentale de la famille, nous montrent une erreur fondamentale. C'est qu'une famille sans amour n'existe pas. Une famille sans amour ne fonctionne pas. Des enfants sans des parents qui s'aiment, ça ne marche pas. Les enfants sont marqués et souffrent considérablement. Une famille avec amour, c'est ça. Que les enfants soient biologiquement les enfants des parents qui s'aiment, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est l'amour qui fait la famille. On voit dans ce reportage, par exemple, que la petite fille, Sacha, a 2 mamans. Est-ce que, même si on voit que ces deux mamans s'aiment, je crois que ça se voit, est-ce que malgré tout, dans le corps social, est-ce que ça ne va pas poser un problème quand elle sera un peu plus grande? Le reportage montre très bien qu'il faut des équilibres hommes-femmes. On le voit dans la société, on le voit en politique, on le voit dans l'entreprise, on le voit dans l'administration. Les équipes mixtes fonctionnent beaucoup mieux que des équipes monolithiques. Donc je pense que cet équilibre homme-femme dans l'entourage est nécessaire. D'ailleurs, on dit très bien dans le reportage, on a choisi avec attention le parrain pour apporter cet équilibre. Ça, c'est un point qui peut donc se corriger avec de l'attention. Ce qui est beaucoup plus difficile à corriger, c'est le regard des autres. C'est à l'heure des mamans et des papas, avoir tous les jours les 2 mamans qui viennent, c'est le regard des autres parents et le regard des enfants qui va être plus compliqué à faire évoluer. Et tout ça, il faut se rendre compte que c'est certainement de la souffrance et qu'il y a une évolution à accompagner doucement. Alors on va regarder quelques instants une déclaration de François Hollande, alors qu'il n'était pas président de la République, il était encore candidat, et c'était justement dans un de ses clips de campagne. Et regardez ce qu'il disait il y a quelques semaines. J'ai pris un engagement, d'ailleurs c'est celui du Parti socialiste, et il faudra le tenir lorsque nous serons aux responsabilités de la France. C'est le droit au mariage pour tous les couples, sans qu'il soit distingué entre les hétérosexuels ou les homosexuels. C'est un droit qui doit être reconnu, c'est une liberté qui doit être proposée. Ça permettra de faciliter la vie, c'est l'objet même du texte que nous aurons à faire voter. Ensuite se posera la question de l'adoption, qui est aujourd'hui finalement conçue sur le mode de l'hypocrisie. Personne seul peut adopter et un couple ne le pourrait pas. Ce qui doit être considéré, c'est le droit de l'enfant à être heureux dans une famille. C'est le seul critère qui doit être regardé. Donc nous aurons aussi à modifier les règles permettant à un couple d'accueillir un enfant dans les conditions qui devront être précisées. Donc Elisabeth Morin-Chartier, vous êtes ici donc, du groupe PPE, je le disais, vous êtes donc de l'UMP en France. Finalement, ce qu'on vient d'entendre de François Hollande, ça pourrait être dans votre bouche? Oui, pas tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, il faut faire extrêmement attention quand on s'engage sur le mariage homosexuel. On ne dit pas « et après viendra le problème de l'adoption ». C'est en même temps? En politique, il faut voir globalement, avec hauteur et distinction. Et donc je trouve qu'il commet une faute considérable en disant l'un et l'autre. Il faut savoir quels sont les problèmes qui se posent quand on ouvre une voie
comme celle du mariage homosexuel, il faut savoir que directement après, il y a en même temps, il y a le problème de l'adoption. Je ne comprends pas bien la nuance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, selon ça vous, signifie, les deux en même temps. Ça signifie que vous voyez bien que le problème des droits à l'homosexualité pose le problème de la pérennité du couple et de la pérennité, de la stabilité de l'enfant adopté par l'un ou l'autre. François Hollande dit l'un peut adopter seul. Et moi, je travaille à l'égalité des citoyens. Il dit aujourd'hui. On verra après, parce que de toute façon, l'un peut adopter seul. Non, il dit aujourd'hui, il y a de l'hypocrisie, parce que justement, comme un couple homosexuel ne peut pas adopter, c'est un célibataire qui adopte. C'est ça. Et c'est la réalité, ça c'est le fait. Et moi, je dis, ne soyons pas dans cette hypocrisie-là, parce que déjà, nous voyons dans les couples hétérosexuels, vous voyez, je ne dis pas normaux, parce que le mot normal, qu'est-ce que c'est, hein, je vois bien que dans les couples hétérosexuels, quand le couple se détricote, il y a de la spoliation. Et très souvent, c'est le père qui est spolié affectivement, parce que dans la plupart des cas, l'enfant est gardé par la maman, à la garde principale. Et moi, en tant que vice-présidente à l'égalité des citoyens, dans ce Parlement, je me bats contre les inégalités sociales, y compris contre les inégalités faites aux pères dans des couples hétérosexuels. Alors, on voit bien que vous n'avez pas du tout la position qui est quand même la position de la droite française, et ça m'amène sur la dernière question. Arrêtez avec les étiquettes. Mais c'est vrai, en tout cas dans la campagne, on l'a vu. De la droite française, moi j'ai écouté Alain Juppé, j'ai écouté des gens comme Roselyne Bachelot, c'est quand même des gens qui ont un poids politique et qui ont une nuance et un engagement sur ces sujets qui les honorent. En tout cas, c'est un sujet clivant. Oui. Et voilà. Disons ça comme ça. Question justement sur ici, ça sera vraiment ma dernière question. Au Parlement européen, ce clivage là-dessus, sur ce sujet du mariage homosexuel, il n'existe pas de la même façon, je crois, entre la gauche et la droite. Non, parce que ici, nous avons 27 cultures qui s'entrecroisent, 27 histoires différentes. Et on voit bien que on ne peut pas cliver droite-gauche, mais c'est beaucoup plus des histoires nationales qui conduisent à des positions ou à des évolutions. C'est très bien, c'est ça l'Europe. Comme toujours ici d'ailleurs au Parlement européen, c'est beaucoup plus nuancé que dans les parlements nationaux. Respect. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine avec Katia Gilder. D'ici là, bonne suite de programmes sur les chaînes parlementaires.